Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Faire un film comme. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Super longtemps. Ça fait des années même. Aujourd'hui on vous parle d'un très grand réalisateur encore une fois, et cette fois-ci ce n'est autre que Stanley Kubrick. Avant de commencer, vous connaissez, on s'abonne parce qu'il y a toujours des vidéos qui arrivent. On va préciser que ce format, pour ceux qui le découvrent, c'est simple. On parle d'abord de la vie de Stanley Kubrick, de sa filmographie, et ensuite on détaillera vraiment dans les grandes lignes son style de réalisation pour finir avec un petit court-métrage, histoire d'illustrer tout ce qu'on a dit. Stanley Kubrick est né le 26 juillet 1928 à Manhattan, donc à New York. Tout le monde connaît, vous savez tous où c'est. Et il faut savoir que c'est un mec qui aimait pas du tout l'école à la base, sauf à la limite la physique, ça il m'a dit qu'il aimait bien. Détail important, la physique. Ouais, parce oui, qu'on sait après il fera des films qui se passent notamment dans l'espace, et la physique est importante pour ça. À l'âge de 13 ans, son père lui offre son premier appareil photo et ça devient une nouvelle passion pour lui. C'est vraiment un truc qui développe et qui commence à faire tous les jours. Développe comme des photos. Exactement, ça c'était très marrant. Ça c'était très marrant. Et à l'âge de 16 ans, un jour, il a pris une photo là, dans la rue d'un libraire qui est en train de pleurer sur la mort d'un président, le président de l'époque. Et cette photo, il l'a vendue au magazine Look. Le magazine Look lui a dit « Ok mec, je t'engage pendant 4 ans. » Et c'était son premier boulot. À 16 ans. À 16 ans dans la photo. Bon, il est aussi un fan de boxe, hein, c'est un peu un Rocky dans l'âme, comme on peut le dire, et il fait souvent il commence dès le début en faisant des photos récits. Ouais. C'est un peu comme le film, c'était La Jetée. La Jetée, ouais. Où en gros on a des photos, c'est un diapo photo avec une histoire en fait. Une histoire, une voilà, voix. c'est ce que vous faites sur PowerPoint quand vous faites un exposé. Pas Stanley Kubrick a commencé par ça, c'est quand même bien. Vous êtes peut-être des futurs Stanley Kubrick. Comme tout réalisateur qui se respecte, c'est quelqu'un qui se nourrit de plein de films, il regarde beaucoup de choses. À 22 ans, il est autodidacte et il dit que la meilleure école, c'est le cinéma, c'est regarder plein de films, d'aller voir le travail des autres réalisateurs pour s'inspirer de tout ça et le reproduire après à sa façon. C'est exactement ce qu'on dit. Souvent on le dit aux gens, on dit inspirez-vous de ce que vous connaissez, allez voir les films vous-même, allez voir parce que l'art c'est de l'inspiration. Mais il va surtout voir ses films au MoMA où il y a des séances de cinéma d'auteur comme Fellini, Antonioni ou Fultz et Bergman. Donc c'est vraiment des réalisateurs qui l'ont beaucoup inspiré et ça se voit dans la suite parce que c'est même ce qui lui est un peu reproché comme Tarantino de vouloir reprendre des techniques d'autres réalisateurs. Voilà. En 1950 il sort ses premiers films, c'est des documentaires. Le premier c'est Day of the Fight, ça parle d'un boxeur qui se prépare avant un combat, et l'autre c'est Flying Padre. Voilà. Ça parle d'un prêtre. Ça parle d'un prêtre qui est sorti en 51 celui-là. Et ouais, c'est ces deux premiers documentaires donc, qui commencent là-dedans. C'est un peu j'ai l'impression que c'est la suite logique des photorécits. Et puis après, sur la fiction. Doucement vers le cinéma. Et l'anecdote sur ces deux films, c'est qu'il y a déjà une espèce de mise en scène dans un documentaire avec beaucoup de lumière, un travail de clair-obscur très intéressant. Et du coup, tu vois ça, t'as pas l'impression de voir un documentaire. En 1953, il sort Fear and Desire et il lui a coûté $9 000. $9 000. Alors, il a emprunté. Voilà, il a emprunté $9 000, ce qui n'est vraiment quasiment rien. C'est ce que je reçois à Noël, moi. Sur ce film, il a oublié quelque chose de très important qu'on avait déjà dit dans une précédente vidéo, c'est le fameux clap. Il y a un problème de synchronisation image-son qui a dû lui coûter $30 000 en post-synchro. Ouais, donc n'oubliez pas de clapper sur vos tournages. Vous, si vous voulez, vous pouvez payer $30 000 si vous oubliez. En 54, il sortira son film Killer's Kiss, qui est son seul scénario original, donc qu'il a écrit lui-même et qu'il a adapté en film. En 56, il sort L'Ultima Razia, qui est son premier grand film. Il lui a... C'était quoi, $320 000 de budget, ce qui est déjà énorme. Ouais. En 1957 sortira le film Les Sentiers de la Gloire avec Kirk Douglas, alors que l'acteur n'y croyait pas du tout à la base parce que c'est un film qui parle de guerre en Europe. Voilà, il avait peur que ça marche pas. Le film n'a pas été distribué dans certains pays et justement il sortira plus tard en 75. 75, oui, parce qu'en fait, bien des années après. Le film critique un peu l'armée française et les hauts commandements français. Et du coup, normalement, c'est logique, c'est après la guerre, ça n'a pas très bien marché. Mais le film a quand même eu un assez bon succès aux États-Unis. Il rebosse ensuite avec Kirk Douglas en 1960 pour le film Spartacus. Donc l'anecdote pour ce film, c'est qu'en fait, à la base, c'était pas Stanley Kubrick qui le réalisait, c'était un mec, je sais plus son nom, mais le problème c'est que Kirk Douglas, vu qu'il produisait le film, il était en mode non, ça me plaît pas, j'ai bossé avec un mec il y a quelques années sur Les Sentiers de la Gloire, lui il est parfait pour le rôle de réal, et du coup il l'a engagé lui. Le tournage a duré je crois 167 jours, un truc comme ça. Il y a eu 10 000 figurants, c'était un truc énorme. Mais au résultat, on a quand même pas mal d'Oscars. On a quand même 4 Oscars. C'est pas rien ça. En 1962, il enchaîne avec le film Lolita. Et ce film a fait un peu polémique parce qu'à la base il est tiré d'un bouquin un petit peu chaud vu que ça parle de
pédophilie entre un adulte et une gamine de 12 ans, mais le film, lui, parle plus d'un adulte entre une gamine de 15 ans pour éviter que ça fasse trop débat. Le film a quand même fait polémique, c'est normal, c'est quand même vachement touchy comme sujet. Bah oui. Mais ça a quand même eu un assez bon succès et voilà, ça a continué sur la lancée de Stanley Kubrick. En 1964, il sort Docteur Folamour, donc le film a été nominé pour 4 Oscars, je crois. Et il y a une petite anecdote sur le film, je pense que vous la savez si vous avez vu le film, c'est qu'en fait il y a Peter Sellers qui joue dedans et il a eu plusieurs rôles. Et à chaque fois c'est des rôles différents, des personnages qui ne sont pas totalement liés. Oui, c'est vrai. Putain. Et c'est assez fou parce Ça que se remarque pas. ça se remarque Ça se pas. remarque pas, Et c'est ça c'est un bon point, un point très intéressant du film. Je crois qu'il a été aussi nominé aux Oscars justement pour cette performance qui est vraiment exceptionnelle. En 68, il sort c'est le plus grand film, on peut le dire. Ouais, sûrement un des films les plus novateurs, un des films qui a le plus influencé les générations futures de films Qui de a fait science-fiction. plaisir à Monsieur Lachef, son prof de physique. Ouais, c'est vrai. Je pense aussi. Voilà. Le film, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est comme dit un petit peu grand film, qui a réalisé en partenariat avec la NASA sur certains VFX. En partenariat il a avec fait la une NASA. OP avec Il a fait la une- NASA, voilà. Bah, en fait, pour les effets visuels du film, il a fait appel à des ingénieurs de la NASA et des personnes qui avaient bossé pour la NASA pour essayer d'avoir un aspect un peu réaliste, parce que la NASA bosse aussi sur les éventualités de la conquête spatiale. Du coup, à mon avis, ils avaient des petites idées de vaisseaux spatiaux, des petites idées de comment ça se passe dans l'espace, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas allés sur la Lune. Et non, en 68, ils n'étaient pas encore Ils allés étaient sur pas la encore sur la Lune. Lune. Justement, chose très drôle qu'on peut citer sur ce film, c'est Stanley Kubrick qui a fait tous les Les effets visuels, il était voilà. coordinateur des effets visuels, c'était celui qui était à la tête Et de ça. il a gagné un Oscar. Il pour a ça. gagné un Oscar, Et c'est son seul Oscar. le seul Oscar de Seul sa carrière. Oscar qu'il a Le gagné seul pour fois qu'il les gagne. effets visuels de ce film. C'est assez fou totalement parce que Merci la NASA. c'est pas son, Bah, c'est pas son ouais. domaine. Tu vois, les OP, ça paye. Et justement, en 69, qu'est-ce qui se passe Bah, justement, en 69, il sort le film de C'est Neil Armstrong Voyage sur la sur- Lune. Non, non, sur non, la non, Lune. non, on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire pas le ça. droit de dire Ah, ça. pardon, pas de théorie On va du se faire complot. niquer. On coupe alors lui. Ouais. Il continue en 1971 sur une note un peu plus sérieuse avec Orange Mécanique, qui est un de ces films qui a quand même fait vachement polémique pour l'époque, Ouais. parce que ça prône la violence, le viol, tout ça. Il y a Même des si c'est scènes quand assez même violentes. une critique de tout ça, il fait pas l'apologie de tout ça. Non, j'ai jamais- Le film a un peu été mal reçu à cause de ça, et le film a quand même été un grand succès. L'anecdote sur le film, c'est que Kubrick voulait vraiment une espèce d'immersion, un truc un peu plus sale, hein, parce que le film est assez cru, assez sale sur certains rapports. Et justement, il a filmé avec la caméra à l'épaule. C'est vachement plus réaliste. Voilà, du c'est coup. plus réaliste et ça donne un beau cachet au film. En 1975, il réalise son film Barry Lyndon, qui C'est- voulait être tourné intégralement à la lumière naturelle, donc À la la bougie, un à la truc vraiment bougie. très particulier à tourner. Du coup, il a dû s'équiper d'objectifs vachement spécifiques qu'il a développés grâce à la NASA. Enfin, qu'il a récupéré grâce à la des NASA. objectifs de. Encore une OP. C'est encore une OP. C'est des objectifs qui servaient notamment à filmer l'espace et des objectifs Zeiss qui ouvrent à 0,7. Donc c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu en objectif, c'est un truc assez impressionnant, même aujourd'hui, avoir des objectifs qui ouvrent à 0,7. Et du coup, ça Très a fait compliqué. jump son budget de 2,5 millions à 11 millions, ce qui Ouais. est pas rien quand même. Il a fait un beau petit chèque. Mm. Et c'est quand même un bon truc vu que ça a valu 4 Oscars. En 1980, il sort Shining, donc de l'adaptation du livre Shining Stephen King. de Stephen King. Voilà, ça, il n'y a même plus besoin de le présenter, ce film, tout le monde le connaît. Doctor Sleep, justement, la suite est sortie la semaine dernière. On a fait une critique, hein, si jamais vous voulez aller la voir. Shining, justement, la petite anecdote qu'on peut dire dessus, c'est que c'est pour la première fois après Rocky l'utilisation vraiment de la Steadicam. L'inventeur de la Steadicam voulait, je pense, le tester sur Rocky avant de le lancer sur le grand marché. Justement, du cinéma. c'est le même mec qui C'est le était même, sur Shining. il donc, était là. bah, ça, vous le voyez très bien avec les fameux plans dans les couloirs. Voilà. Le plan est très très fixe. Ouais. Il ne bouge pas. donc- Oui, Kubrick voulait un côté aérien, un peu genre comme un fantôme qui erre dans un bâtiment, Ouais, c'est et ça. ça rend vraiment bien parce que pour un film de l'époque, genre, on n'a jamais vu ça. D'ailleurs, Kubrick l'a dit juste après, c'est son film le plus personnel. C'est assez étrange parce que déjà il l'a pas écrit, Ouais. et aussi c'est une histoire un peu bizarre, tu vois, d'un auteur un peu reclus qui devient taré. Donc, est-ce que c'est un message caché de Stanley C'est Kubrick? connu là-dedans. Je c'est sais- possible, ouais, hein. c'est très fort possible. En 87, il Oh sort Full Metal Jacket. Merci Bravo. beaucoup de me voler mes phrases. Je laisse Désolé. continuer. Désolé. On peut le citer, on peut le dire, et vous serez peut-être choqués de l'apprendre. Attention, asseyez-vous, il a été tourné intégralement dans des studios. dans Mais le quoi plateau. Mais Ouais, c'est je quoi sais, ces je conneries sais, je suis désolé. Putain. Et en plus, il a été fait à côté de chez lui, à À Londres. côté de chez lui. Ouais, Parce ça, que je le savais. monsieur était flemmard et ne voulait plus bouger. Donc en fait, il a pris des studios près de chez lui et Mhm. il a tout tourné là-bas, il a tout reconstitué en studio. Ouais. C'est assez impressionnant quand tu regardes les films parce que t'as pas l'impression, à part la scène finale dans l'usine désaffectée, Ouais. voilà, mais les scènes où
t'as des espèces de bâtiments un peu vietnamiens, tu te dis putain c'est assez impressionnant, on dirait pas vraiment c'est que c'était vraiment tourné bien fait. à Londres. En 1999, il sort son film Eyes Wide Shut, Eyes qui Wide est Shut. son dernier film. Son dernier film, no spoil, il est mort. Quoi? Eh oui. Je rigole. Un film avec Tom Cruise qui, pour la petite anecdote, a duré 15 mois de tournage. 15 mois de tournage. Ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. C'est beaucoup, c'est plus d'un an. Ils ont dû déplacer, je crois que Tom Cruise était sur un des Missions Impossibles et ils ont dû déplacer le tournage. Ouais, c'est quand même fou Un de bordel. devoir bloquer parce que Tom Cruise était en pleine ascension à l'époque Ouais. et de devoir bloquer la carrière d'un acteur comme ça. Mais c'est Après, pour le c'est bien du Kubrick, cinéma, c'est Stanley Kubrick. Le 7 mars 1999, Stanley Kubrick s'éteint malheureusement d'une crise cardiaque. Voilà. Pour la petite anecdote, parce que malheureusement même après la mort, il y a toujours des anecdotes. Son film Eyes Wide Shut sorti que 4 mois après sa mort, Ouais. donc il n'a pas pu le voir en salle, il Ça, n'a pas c'est pu triste. voir le succès de son film. Mais il a quand même, sur son lit de mort, avoué à un Son lit de ami, mort. à un tonton, à un parrain, je ne sais pas, mais il lui a dit que ce film-là, c'était son best film ever. Best film ever. Voilà, Et, c'est ce qui a été sorti. Bon, après, est-ce que c'est un coup de com' pour vendre le film? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Première fois dans ce format de vidéo, dans les faire un film, on parle d'un réalisateur qui n'est plus de ce monde malheureusement, mais on va vous parler de quelques petits films qu'il aurait pu réaliser, qu'il aurait voulu réaliser. Le premier film, c'est un film ultra ambitieux qu'il voulait réaliser. C'était un biopic sur Napoléon, parce que Stanley Kubrick est un énorme fan de Napoléon. Il collectionne plein de trucs. Je suis sûr, il a le petit chapeau, le machin. Le projet était beaucoup trop monstrueux. Les pros disaient ça va pas le faire. C'est trop d'argent. Pour l'époque, à mon avis, ça avait l'air quand même d'être un peu trop ambitieux. Et dans le rôle, il voulait nul autre que. Jack Nicholson. Ah ouais, Jack C'est Nicholson. dur à... C'est assez fou. Franchement, si t'arrives à faire un photomontage de Jack Nicholson sur Napoléon, ce serait drôle. Autre film qu'il voulait faire, ça s'appelle Ariane Papers. Il l'a pas fait. En fait, Non. à la base, c'est un film qui parle justement de la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait que le film ne soit pas sorti, c'est qu'à l'époque, il y a Spielberg qui bossait sur la liste de Schindler, qui est devenu après un classique absolu, un des plus grands films de l'histoire. Et ils étaient potes. Ils étaient potes. Et du coup, pour pas me Pour faire pas qu'il y ait de concurrence. il s'est dit Mm. allez, gamin, je te laisse ton film. Ouais. Et en parlant de Spielberg, il a quand même récupéré un des autres projets de Ah, Kubrick oui. que Kubrick voulait faire, c'était intelligence artificielle, donc AI en anglais. Ouais, avec Jude Law. C'est Spielberg qui l'a réalisé du coup après la mort de Kubrick. Et voilà, ça c'est tout pour la partie filmographie, vie et mort de Kubrick. Maintenant, on va vous parler de son style de réal parce que je pense qu'il aurait pu percer, tu vois, il avait un petit truc de réal. Il avait un Il petit avait une patte rigole. et ça se remarque vraiment. On va passer à son style de réalisation. C'est parti, transition. Ouais. Ça va. Bon, on l'a dit tout à l'heure, Stanley Kubrick c'est un autodidacte, il regarde beaucoup de choses pour s'inspirer des réalisateurs qu'il connaît, de Ouais. tous les films qu'il voit. Il y a un mythe un peu sur Stanley Kubrick qui dit qu'il est vraiment très perfectionniste. Et ben c'est plutôt vrai. Comme on l'a dit juste avant, il a commencé en prenant des photos. Et Stanley Kubrick a un problème, c'est qu'il prenait toujours 100 clichés, environ une centaine de clichés avant de choisir la photo parfaite. Ça a dû coûter très cher en pellicule. Oh, oui. On l'a dit tout à l'heure aussi, il veut tout faire, il est très porté sur la technique, il veut un peu toucher à tous les domaines pour pouvoir en parler avec les techniciens, pouvoir faire les choses lui-même Pour avoir s'il y a son besoin. propre avis et que ce Voilà. soit un avis juste. Ça commence notamment avec la lumière, parce que Kubrick c'est un peu un directeur photo dans l'âme. Il aime vraiment beaucoup toucher à tout ce qui est petite lumière, voilà, il touche aux lumières. Ça commence dès le départ avec Killer's Kiss, où il y a un peu un travail d'ombre et lumière. C'est ce que Stanley Kubrick aimait beaucoup faire à l'époque. Après, il a un peu changé de ça, mais vraiment au départ, il aimait beaucoup montrer un peu ces personnages isolés complètement dans l'ombre. Et il utilise aussi beaucoup de trucs qu'on appelle des practical lights. Practical light, Lumière pratique. lumière pratique. Ouais. Comme une petite bougie placée dans le champ, Voilà, une lumière qu'on va allumer dans un coin. Plein de lampes, ou même par exemple dans Eyes Wide Shut où tu as toute ta scène avec ces guirlandes de couleurs un peu partout et c'est très beau et il joue beaucoup là-dessus. Après en rajoutant aussi évidemment d'autres lumières artificielles pour pouvoir rehausser sa scène. On parle maintenant des mouvements de caméra et ce qu'il aime bien faire c'est des espèces de travelling sur ses personnages pour un peu révéler un destin tragique, notamment dans Shining, dans Orange Mécanique. Il le fait dans beaucoup de ses films. Beaucoup de films. C'est pour un peu révéler ce qui va arriver au personnage, ce qu'il attend. Et il y a notamment cette scène très connue de Barry Lyndon où le mec est sur un pont et la caméra recule et on voit toute l'ampleur du décor. Et vraiment pour montrer le personnage qui est complètement isolé, comme on l'a dit avant, il utilisait la lumière, mais là il utilise aussi les mouvements de caméra pour isoler ses personnages. Et comme tu l'as dit, montrer que ces héros, c'est des héros tragiques Ils sont destinés à une qui fin. sont destinés vraiment à être... Ça arrive tout le temps au moment du film où c'est inévitable, il n'y a pas de retour possible pour ces personnages, ils sont toujours... et tu sais que ça va être la merde pour eux. Toujours dans les mouvements de caméra, il utilise le travelling aussi de façon latérale, souvent avec des steadicams.
Par exemple sur un champ de bataille, par exemple. Ils suivent des personnages qui évoluent dans Oui. un décor, mais vraiment en parallèle à eux pour les voir se déplacer dans le Voilà. le Et dans contexte. Shining, ils le font quand ils présentent l'hôtel. Voilà. Je crois. Oui, Il y a oui. justement une scène où tu les vois marcher et tu passes. Et ils réutilisent après ces scènes, c'est assez intéressant parce qu'ils réutilisent souvent ces scènes au départ pour exposer un lieu par exemple, et après plus tard pour une scène un peu plus violente, quand il y a la scène du labyrinthe notamment, où c'est exactement les mêmes plans, le même cadrage, où les personnages sont vraiment au milieu de l'image. Et il développe ça encore plus dans 2001, qui a un style, un rythme assez lent dans tout le film en termes de montage, en termes de narration. Très lent, c'est son plus lent, je crois. Et il a voulu se faire plaisir en termes de mouvement de caméra en utilisant une caméra beaucoup plus légère que d'habitude pour justement l'installer sur des grues, sur des bras. Travailler vraiment un espèce de plan aérien et une réalisation plus... Un côté apesanteur, Ouais, tu vois, c'est comme dans l'espace. Pour ça se passe dans la l'espace, caméra, tu vois, tu genre vois. forcément il faut un truc un peu plus smooth. Mais contrairement justement au Steadicam qui a ce côté encore un peu caméra à mécanique. l'épaule, tu vois, les grues et les perches, ça montre un côté un peu plus droit, un peu plus perfectionniste. Le côté conquête spatiale où tout est Voilà, où vraiment tout est parfait, organisé, tout c'est est ça. organisé et comme les mouvements de caméra le sont. Il fait aussi beaucoup de zoom comme ça. On comme l'a ça. dit avant avec les travelling notamment et même sans travelling. Il aime beaucoup ça, un peu trop. Petite anecdote, ouais. dans Barry Lyndon, il y a pas moins de 36 zooms dans tout le 36 film. zooms. Et dans Dr. Folamour, il y en a 22. 22. Il y a un truc pour lequel Stanley Kubrick est assez reconnu, c'est ses symétries. On a même surtout l'image d'un plan de Kubrick très symétrique, la table au milieu, le décor en perspective vraiment tout droit comme ça, tout propre. C'est un peu Wes Anderson avant l'heure. C'est un peu ça, Ouais. Wes Anderson Il s'est s'est beaucoup inspiré. inspiré. Et il a aussi, même à contrario, l'habitude d'utiliser des plans un peu extrêmes où ces personnages sont tout isolés tout en bas dans une pièce immense avec un plafond 10 mètres de haut. Tu dis merde, il cadre quoi là en Ouais, fait. Voilà, c'est il ça, en voit, c'est hein. exactement ça. Tu regardes ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'on regarde là? Et en fait, ça a beaucoup de sens parce que ces mises en scène sont tout le temps justifiées et c'est souvent pour montrer par exemple que le personnage est isolé au milieu de la pièce immense. Et ça, on a ça notamment dans Barry Lyndon avec des châteaux incroyables. Il aime bien aussi tout ce qui est géométrie, il utilise beaucoup le cercle dans ses films, dans sa réalisation, Ouais. avec des pièces en cercle, des personnages disposés en cercle. C'est pour montrer un espèce d'enfermement du personnage dans son destin, dans le récit et tout ça, comme quoi il n'y a pas d'issue. L'exemple le plus marquant, c'est peut-être dans 2001, avec Oui. le personnage qui tourne Qui est en rond, enfermé, qui tourne autour de la Terre. Ce film tourne vraiment autour du cycle de la vie, que ce soit justement dans le scénar, mais même du cycle de ces décors avec ce vaisseau spatial. Quand le Oui, quand il personnage marche et qu'il fait tourne en rond. Oui, voilà, bah, quand il marche revient dans au la même station, endroit, et oui. voilà, il tourne en rond comme un hamster. Mais il y a aussi dans Orange Mécanique où les personnages sont en prison et du coup ils tournent autour du cercle tracé à la craie comme ça au milieu de la cour. Et c'est souvent vraiment quand tu vois ça, tu te dis ok, tes personnages sont enfermés parce qu'il n'y a pas d'issue dans un cercle en fait. On parlait des formes géométriques, mais il y a aussi plein de formes comme ceci. Voilà. Ça, c'est un coussin Ça c'est un Kubrick, coussin par que vous pouvez exemple. acheter chez Ikea. La Marx 1969. on le Overlook, voit sur eBay. Voilà, Overlook. Dans les films de Kubrick, il y a souvent des modèles comme ça, Des et tu motifs, le remarques, des motifs par terre, sur les murs, Et oui. sur les personnages parfois. Des motifs de couleurs et d'ailleurs Surtout anecdote. la couleur, surtout. La couleur préférée de Kubrick, vous l'avez peut-être deviné, C'est c'est le le rouge. Oh, Voilà, il ouais. aime énormément cette couleur et ça se voit beaucoup, la coulée de sang dans Shining. Bah oui. Ça peut être le sang en fait avant tout. Dans pas mal de films. Pour lui, chaque détail de la réalisation a son importance, chaque plan est réfléchi en termes de sens pour le scénario, mais chaque détail du plan a encore plus de sens Voilà. et sublime ce côté mise en scène qui nous en dit encore plus sur l'histoire. Quand tu vois un film de Kubrick, t'as ce scénario de base qui est là, c'est un scénario. Et quand tu regardes l'image, t'as encore plus d'informations qui arrivent, souvent même plus que l'histoire en elle-même. Inconsciemment, t'as un scénario en plus. Il y en a souvent qui trouvaient que le scénario parfois des films était trop simple et du coup c'est grâce à la mise en scène que le film devient grandiose en fait. Voilà, Parce qu'en il y a soi, une on peut complexité. prendre n'importe quel pitch de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est un mec dans l'espace, il n'y a rien de ouf derrière. C'est juste que voilà, la mise en scène va le sublimer. La mise en scène, la musique, C'est le ça, le montage, truc. la tension qu'il y a autour, et ça sublime l'histoire et ça la rend complexe et après très intéressant. J'ai remarqué un truc, vous me dites si vous l'avez capté aussi, il a un truc avec les salles de bain. Il a un truc, Salle il a un de truc bain. avec les salles de bain. Oui, Déjà dans c'est ce qu'il Shining, aime bien. les deux scènes les plus marquantes de Shining, c'est dans des salles de bain. Ouais. La vieille dame et la scène avec la hache. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on a aussi dans Full Metal Jacket où il y a une scène la plus importante même du film, une des plus marquantes, où il y a le personnage de Vincent D'Onofrio qui est aux toilettes, justement sur les toilettes. Voilà. Et voilà, cette scène elle est mythique. Il y a même dans Eyes Wide Shut où il y a Tom Cruise et Nicole Kidman qui sont dans la salle de bain. C'est là qu'il se passe les discussions les plus intéressantes entre les deux personnages. J'ai l'impression qu'il a un problème, peut-être qu'il écrit ça sur les chiottes. j'en sais C'est rien. possible, Mais, c'est extrêmement drôle. Il aime beaucoup cette pièce de vie. Étonnamment, c'est quand même l'endroit de la maison où
t'as la décoration qui change le plus. Parce que Ouais. tu sais, dans une maison, tout est souvent pareil. Ouais. Tu sais, t'as un thème qui revient et la salle de bain, c'est là où Carrelage vert jaune. t'as le carrelage, Ouais. t'as les miroirs, t'as les lumières qui sont totalement différents du reste de la maison. Il y a une photo très culte, je la vois souvent sur Insta, c'est Kubrick qui se prend en photo dans le miroir avec sa fille. Ouais. Et en fait, il y a Nicholson devant Ouais. qui est en flou. Et le point est fait sur eux dans le miroir derrière. Oh. Et un truc qu'il aime beaucoup aussi, c'est les plans réaction sur ces personnages. Oh. Il y a une action qui se déroule, et au lieu de montrer l'action en elle-même, il va filmer la réaction du perso. Toi, tu te dis, mais attends, mais il voit quoi? Oui, justement, c'est encore plus intriguant et moi je me souviens que dans Shining il y a ça. Quand Danny justement il voit quelque chose, et ben tu vas voir un énorme plan sur sa tête qui est trop drôle parce enfin voilà, Ouais, il c'est est ça. choqué, mais tu ne vois pas ce qu'il voit et du coup quand tu sais qu'il y a la vieille dame et tout, voilà, mais tu la vois pas. Ouais. Et c'est ça qui est encore plus mystérieux et c'est ça qui fait encore plus flipper parce Ça que t'es donne en mode. plus de sens. Mais oui, aussi. ça donne du sens et du coup t'as envie de savoir, t'as envie de le voir, mais il te le montre pas. C'est encore plus de sens dans Shining en fait quand tu penses, parce que le gamin c'est Oui. un peu le seul à voir tout ça. Du C'est coup, ça. même Ouais. toi, t'as pas le droit de le voir. Justement, quoi. c'est trop bien. Et de l'autre côté, il aime bien faire des plans où tu as par exemple le personnage qui interagit avec la situation, et juste à côté, dans le même plan, le personnage qui réagit. Et du coup, tu as la réaction en direct d'un personnage et le personnage qui agit justement dans l'histoire. Et c'est assez intéressant des fois. Il joue beaucoup sur les performances de ses acteurs pour les faire atteindre un climax dans leur développement de personnage quand ils vont atteindre l'apogée vraiment du développement. Et c'est souvent des acteurs vraiment Nicholson, c'est des pas de grands la merde, acteurs. hein. C'est pas de la C'est merde. même Tom souvent Cruise. des hommes aussi, c'est un peu un truc qu'il aime bien d'ailleurs, C'est Stanley vrai. Kubrick. Souvent, les Peut-être persos, une ouais. auto-citation de C'est lui-même, je sais pas. Il arrive mieux à se représenter à travers des personnages masculins. Mais souvent d'ailleurs, ces personnages ont un destin tragique, on l'a dit avant, parce qu'il aime beaucoup dans son développement avoir une montée Et une de ce descente. personnage et après une descente aux enfers, mais pas une descente en mode voilà ça va, non, une descente où Ouais, le personnage ouais, c'est devient tout au fond. taré, il est tout au fond du trou, il creuse encore et il est presque arrivé. Et après il y a le générique de fin. Tu vois ça comme une caricature d'un personnage qui pourrait exister, mais en même temps tu te dis putain c'est tellement faisable, en vrai ça pourrait arriver. Et comme tu le disais avant par rapport aux performances, il sublime ça souvent dans la mise en scène avec des plans séquences pour montrer vraiment chaque détail. Oui, que le jeu c'est un tout, c'est Voilà. pas juste sur certains plans où il est fort, C'est exactement une ça. continuité en fait. En parlant de descente aux enfers, on peut parler du fameux plan qui s'appelle le Kubrickster, c'est ça Kubrickster, ouais. Où on a le plan sur le personnage quand il est au maximum de sa folie ou de son mal-être. Quand il a plus d'âme, Ouais. tu sens le gars et Un exemple tout il de est suite, foutu. le plan de Nicholson dans Shining. Bah, ça, Voilà. c'est Ouais. c'est fou, tu parlais de ça, j'avais que ça en tête. Bah oui, c'est ça. Et ce plan où il a une tête en mode Ouais. comme ça, où bah, on revient dans Full Metal Jacket avec la scène de la salle de bain où il y a la même tête. Et souvent, il réutilise. C'est ouf, j'ai même vu une compilation où tu avais toutes les Kubrickster. Et c'est assez impressionnant comme il réutilise ça à chaque fois dans ses films. C'est sa marque de fabrique. Et oui, c'est ça. C'est vraiment pour montrer l'apothéose, le personnage peut pas descendre plus bas. Là, il est au bout du rôle. Kubrick, il aime beaucoup les adaptations. La plupart de ses films, quasiment tous, c'est des adaptations de livres, d'histoires qui existaient déjà avant. Et il aime bien faire des rappels de ça pour montrer qu'il aime beaucoup les livres dans déjà la structure de ses films qui sont souvent découpés en chapitres. On a une première partie qui est une exposition qui se passe dans un cadre bien précis et une deuxième qui souvent est à contre-pied de tout ce qui a été fait avant où tu changes de décor, tu changes de rythme. Il y a vraiment un chapitre 1, un chapitre 2, voire plus de Oui. fois. Et aussi dans la narration justement avec une espèce de voix off ou même on va suivre un écrivain dans le film. Il utilise, ouais, comme tu as dit, la voix off, que ce soit la voix off qui raconte l'histoire. C'est un personnage qui n'existe pas, c'est un narrateur. Il y a ça dans The Killing, où ça reprend beaucoup le procédé qu'avait fait Orson Welles dans Citizen Kane, où le personnage reconstruit un peu l'histoire avec la voix off. Ouais. Enfin, la voix off reconstruit l'histoire. Et aussi, tu as cette voix aussi subjective qu'il utilise très souvent, que ce soit dans Orange Mécanique ou Full Metal Jacket, où tu as le personnage principal qui parle, et ça rajoute des petits détails en plus à l'histoire pour mieux comprendre après le récit. Un truc qu'on capte pas forcément dans les films de Kubrick, c'est des espèces De rappel, en fait, des rappels, ouais. c'est ça. Souvent avec des toc-toc, des coups, des trucs assez rythmés, Bah oui. qui va faire en début de film, par exemple dans Orange Mécanique, au début le personnage Enfin, donne lui, des coups il y a de pied, des Des scènes coups de où pied il avec donne des- avec un rythme en fait. Voilà. Genre vraiment il donne des coups de pied en rythme lui. Et c'est à la fin du film où quand il va frapper dans sa sa baignoire, ouais. et ben C'est ça va prendre le exactement même rythme. Ouais. Et en fait ça fait un espèce de clin d'œil au début. En fait c'est Ouais, un peu c'est pour ça. toujours replonger le spectateur et inconsciemment se dire Oui, ah tu- ce rythme je l'ai déjà. Oui, et Il provoque un certain malaise. c'est comme un espèce de traumatisme parce que c'est souvent des scènes assez violentes et tu retiens peut-être le coup. Et ça, tu te Et dis, après tu fais oh putain je me souviens de ça. Et c'est un procédé psychique.
Enfin, je veux dire, moi j'ai fait 5 ans de médecine, et je le sais, le cerveau voilà. Il te plante des petites graines comme ça, donc on l'a dit avec des sons, mais ça peut être aussi avec, je sais pas, des détails. C'est un peu un fusil de Tchekhov, mais Bah, sur le film, et Sur le c'est un film, fusil de Tchekhov qui en soi. c'est un fusil de Tchekhov C'est en fait. ça, c'est mais c'est juste qu'il va pas servir l'histoire, il va juste servir le spectateur Voilà, c'est pour lui rappeler. L'implication du spectateur. Bah, c'est ça. De toute façon, on peut le dire, ces films, c'est un peu tous des espèces de puzzles Ouais. où t'as plein de petits éléments que tu dois essayer d'assembler par toi-même et la fin ne t'apporte pas nécessairement toutes les réponses Ouais, pas que t'attends. Tu peux en avoir, tu peux te les interpréter à ta façon, mais c'est jamais dit, ok, la fin c'est ça. Je trouve que c'est Oui. même mieux. Enfin, Ouais. c'est bien C'est un de, choix, de mais ouais. quitter le film et de se poser des questions, de penser Oui, c'est à la ça. fin et se dire est-ce que c'est ça, est-ce que Mais j'ai bien compris. c'est pas fait d'une mauvaise manière, tu vois, parce qu'il y a des films, ils le font vraiment mal, où ils te finissent sur une fin et tu fais ouais, j'ai pas compris. Non, mais c'est Là, pas là bon. t'as compris, mais tu te poses encore quelques Ouais, questions, c'est ça. et le meilleur exemple c'est Shining, Ah c'est la fin là là iconique là là qui là finit sur la photo avec Ouais. Jack Nicholson Mais là, en costard. surtout que cette fin, s'il n'y avait pas ce plan de fin, le film terminerait et serait en mode ok, d'accord, tranquille. Et là, il y a ce plan où Ouais. on voit le truc en plus et on se dit C'est un peu une merde, en fait, ouverture. non, mais ça remet en question tout le aussi, film en fait. aussi, ouais. Du C'est coup, une façon de continuer de faire exister le film en Ouais, fait. ouais. Dans ton esprit, tu vas y penser, dire, mais du coup, attends, c'est comment enfin, mais oui, justement. voilà, alors que c'est s'il trop disait, bien. ok, c'est ça, tu dis, bah d'accord, j'aime pas, ou ok, d'accord, C'est mais ça. j'aime bien. Il crée sa propre cohérence dans ses films, Mm. où Ouais. si tu regardes le film de loin, tu te dis, mais c'est pas possible, ça arrivera pas ça. Mm. Mais quand t'as la globalité, tu dis, d'accord, c'est cohérent. Même c'est difficile de réagir de la manière où tu t'arrives pas vraiment à rentrer dans le truc parce qu'il te met tellement de choses, il y a tellement de... On le dit depuis tout à l'heure, mais la réalisation de Kubrick, elle est tellement riche, que ce soit avec des puzzles, que ce soit avec des plans, des détails, chaque chose est tellement justifiée et tellement intelligemment mise en place qu'au final, t'arrives pas à t'imaginer que ça ne peut pas exister, que c'est tellement... Bah, t'y crois. C'est incroyable. Oui, c'est ça. T'y C'est crois. vu que c'est comme on l'a dit, une réalité cinématographique qui est propre au film. On n'arrive pas à remettre en question ce qu'on voit. On peut finir avec la musique des films de Kubrick. Ouais. On peut le dire, c'est un peu un jukebox, ce monsieur. Ah, il aime bien les musiques et c'est un peu comme Tarantino où vraiment j'ai l'impression même qu'il travaille en musique, comme la plupart des artistes le font même. Ça peut donner un espèce de rythme Mais déjà de il l'a base. fait une fois, c'était pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Il a travaillé avec des musiques vraiment, j'ai envie de dire brouillon. Il a mis du classique dessus. Il s'est dit en attendant de bosser avec le compositeur, je vais mettre ça. Bah, en fait, anecdote drôle, c'est qu'il a gardé les musiques qu'il avait Voilà. pour le brouillon du film, hein, pour la V1, et bah du coup il l'a gardé. Et ça donne des scènes mythiques comme la fin du film. Enfin, avec la musique Avec- de Richard Strauss là qui est incroyable, où même les voix de Ligeti et du Requiem qui te glacent le sang et tu te dis que ça aurait pu pas être dans le film. C'est quand même Ouais, assez c'est ouf. parce que t'as l'impression que c'est fait pour le truc et ça a été mis en mode comme ça. Ouais. Du coup, si on résume, Kubrick il écrit sur ses toilettes ou dans sa salle de bain avec du classique en Voilà. fond. C'est pas mal. C'est cool, c'est une belle vie quand même. Dans d'autres films, et il aime bien aussi avoir une espèce de cohérence entre l'époque et les musiques du film. On a des musiques des années 60 dans Full Metal Jacket, ou alors dans Barry Lyndon avec le thème incroyable de Sarah Bond qui a été justement réorchestré pour mieux coller à l'époque. Donc c'est assez impressionnant à quel point il travaille ce détail du film. Chaque détail du film est travaillé jusqu'à la musique. Et après ça donne des trucs mythiques. Bah, on a quoi? On a la 9e symphonie de Beethoven dans Orange Mécanique qui est folle. On a aussi les percussions dans Shining. Celles-là, Elles elles sont- sont folles. elles sont folles. Elles ont été reprises dans Doctor Sleep au tout début, par exemple. Enfin, C'est ça, c'est ça. Et c'est des trucs, maintenant, quand tu les entends, juste, je sais pas, tu les écoutes comme ça sur Spotify, et ben, T'es replongé dedans. t'es replongé dedans et t'as toutes ces images qui reviennent. Et c'est un peu ça la réalisation de Kubrick. C'est plein de détails, plein de choses qui te rentrent un peu dans l'esprit et qui te traumatisent d'une bonne manière, mais qui te laissent, marque. enfin, il te laisse une marque, c'est ça. On parlait justement dans la critique de Dr. Sleep. Ce film, il a laissé une marque sur Danny dans Dr. Sleep, comme sur nous quand on a vu pour la première fois Shining. Nous, on a essayé de faire un petit retour sur la réalisation de Kubrick avec ce qu'on connaissait, ce qu'on a fait comme recherche. Si vous voulez un truc plus détaillé ou un peu plus poussé, on vous conseille la vidéo de Durandal qui a été faite pour Kubrick avec tous ses films, une rétrospective. Elle est dans la description ou en fiche ou les deux. Allez la voir. Elle Elle est est pas vraiment mal. bien. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Stanley Kubrick. Maintenant, je vous propose de passer à la réalisation de notre petit court-métrage, histoire de voir ce que ça peut donner si on applique tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Ça marche? Bah oui, de toute façon vous avez pas le choix. Oui, Du c'est coup, pas genre, c'est vrai que Les gens font, non, je regarde m'attendais pas. vraiment à une réponse en fait. Sur ce, c'est parti. Ok, donc là je suis sur une autre page avec d'autres mêmes sur le cinéma, sur les filmmakers, tout ça, sur les réalisateurs, donc des petits trucs sympas. Ah, celui-là il est pas mal, celui-là il est vraiment cool. On a Patrick avec des hameçons, il dit est-ce que t'es sûr de vouloir prendre un autre projet?
déjà surbooké, t'as déjà beaucoup trop de trucs à faire. Ça arrive tout le temps. Enfin, les filmmakers, vous connaissez. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les mèmes de filmmakers. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je réagis à des mèmes, à des vidéos, à des trucs que vous postez sur les réseaux sociaux. À partir de demain, un truc très important, je vais me lancer dans un défi de taille, c'est réaliser une vidéo tous les jours pendant un an. Ça va être très compliqué. Ça, c'est un défi qui me tenait vraiment à cœur et je le fais pour une association caritative. Donc chaque bénéfice que je ferai par vidéo, ça ira pour cette association. Je ne sais pas encore laquelle, mais vous saurez ça très bientôt, demain normalement. Donc abonnez-vous pour ne pas rater tout ça. Et je vous dis à demain pour le début de ce défi qui sera quand même assez conséquent. Allez, ciao! Ah oui, alors celui-là, je l'avais déjà vu, il est vraiment bien. C'est en gros les destinations de rêve pour les fans de DC Comics, où c'est les marches dans le Joker, et à droite, destination de rêve pour un fan de Marvel, on a un fond vert. En fait, voilà, c'est un petit tag pour Marvel qui, voilà, on sait, refait beaucoup de ses décors en post-production, donc sur fond vert. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pas mal. Je sais plus de quel film ça vient, mais je l'avais déjà vu passer. Directeur photographie? No. Ok, ça c'est pas mal aussi. Vous connaissez un directeur photo, toujours l'ingé son qui vient vous casser les couilles pour sa perche. Toi tu dis dégage, laisse-moi faire. Ok, celui-là il est bien aussi. Celui-là est vraiment pas mal. Comment utiliser Premiere Pro? C'est simple. Première étape, vous lancez le logiciel. Deuxième étape, vous le regardez cracher en pleurant. Voilà, ça c'est le quotidien de tout le monde. Ceux qui font du montage, c'est votre quotidien. Alors celle-là c'est un abonné qui me l'avait envoyé, c'était le même avec Donald Trump super best, un assistant caméra qui nous a dit encore une prise, on faisait rien, c'est un assistant celui-là c'est très bien, sauf que c'est pas la version, c'est tout, le coup de encore une.
c'est tout ce qu'on pouvait vous montrer sur Stanley Kubrick. J'espère que le petit court-métrage vous a plu et qu'il illustre bien justement ce personnage. Ça va, ouais. Faut que je sorte du personnage. Oui, c'est ça. C'est normal. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à nous dire quel est votre Kubrick préféré, votre film de Kubrick, parce que Kubrick il n'y en a qu'un. Oui, je c'est rappelle. Moi, c'est son petit frère. En tout cas, ce format reviendra bientôt parce qu'il y a plein de grands réals. Dites-nous de qui vous voulez qu'on parle. La prochaine fois, dites-le en commentaire, on répond à tout le monde. On se retrouve dimanche pour une nouvelle critique, ce sera normalement Midway, je crois, donc vraiment très hâte de voir ce film. En tout cas, pour ne rien louper, abonnez-vous et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.